Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Changement climatique, Grenelle de l'environnement, la dématérialisation du courrier fait partie des solutions pour diminuer nos rejets de gaz à effet de serre. Les nouvelles technologies rendent possible les échanges d'informations sans production ni envoi de papier. Une entreprise de Pontoise propose à ses clients de dématérialiser leur courrier et ça marche, comme a pu le constater Christophe Rigaud dans un cabinet d'expertise comptable. Dans ce cabinet d'expertise comptable, la paperasserie, on connaît et cela fait même partie du métier. Liasse fiscale, déclaration sociale, bilan, impôts, factures. Chaque année, 2 palettes de papier viennent alimenter les nombreuses imprimantes. Mais depuis 6 mois, Romain Lemaire teste la dématérialisation de son courrier d'entreprise. Et il a commencé par ces gros dossiers envoyés jusque-là aux services fiscaux par la poste. Ça, c'est une liasse fiscale. Et ça, c'était envoyé à l'administration fiscale en 2 exemplaires papier. Et évidemment, il en fallait toujours une supplémentaire pour que le client puisse avoir son propre document. En 2008, nous avons lancé la dématérialisation de ces documents fiscaux avec l'administration. Et voilà, ni plus ni moins, maintenant nous recevons en accusé-réception l'administration nous disant qu'ils ont bien reçu pour tel client les 20 ou 25 pages, c'est bien arrivé au service fiscal. L'envoi postal est remplacé par le courrier électronique. Tout se fait à distance et de manière sécurisée, puisque le courrier transite par un prestataire informatique. À Pontoise, c'est la société DP2I qui a développé sa propre solution. Pierre Patuel a tout installé dans ce cabinet comptable, y compris la signature électronique des documents, indispensable pour leur attribuer une valeur juridique. En plus de signer le document et en plus de le valider et de le redater, on va récupérer la date et l'heure à laquelle le destinataire récupère son courrier et l'adresse IP du destinataire. Ce qui fait que par rapport à la poste, on a le supplément d'accusé-réception chez le destinataire. Entre les frais d'envoi postaux, l'imprimante, les cartouches d'encre, les timbres ou le coût du transport, dématérialiser son courrier, c'est écologique, mais c'est aussi économique. Et Romain Lemaire a bien fait ses comptes. On a à peu près un budget de 15 000 € par an pour tout ce qui est édition, envoi, enveloppe. On estime que sur 2010, on va avoir à peu près 60% d'économie sur ce coût direct d'affranchissement. Et après, au niveau du temps homme également, mais pour l'instant, on ne peut pas le chiffrer. Le coût d'un envoi dématérialisé revient à 19 centimes d'euros. Alors, Romain Lemaire veut aller plus loin dans la dématérialisation. Prochain défi, les bulletins de paye. Mais il faudra attendre encore un peu que le législateur travaille sur la question. Mais une chose est sûre, la dématérialisation de tous les documents administratifs est bien en route. Présenté officiellement hier, le nouveau train d'Île-de-France fera ses premiers trajets à partir du 13 décembre. Si de nombreuses améliorations sont apportées avec cette nouvelle rame, un couac a déjà été révélé sur son accessibilité pour les personnes handicapées. Présentation de ce francilien avec Brice Martinelli. Une arrivée de star sous les confettis pour le francilien. Plus lumineux, plus spacieux et plus confortable que nos habituels trains de banlieue, cette rame nouvelle génération d'une capacité maximale de 920 places est aussi très fiable. Grâce à une anticipation des pannes, le francilien peut continuer à rouler en cas d'avarie. Fini donc les perturbations de trafic. Alors, toutes les pièces qui sont conçues sur le train, et notamment les pièces qui sont les plus fragiles, qui sont les bogies, qui sont les portes, ont des sécurités qui permettent, s'il y a une panne, de développer un système de compensation. Dès le 13 décembre prochain, 2 trains comme celui-ci seront en service sur la ligne H, direction Luzarches. Objectif pour la SNCF, mettre fin aux petits gris et renouveler totalement son parc actuel, des rames âgées pour certaines de plus de 25 ans. Il y avait les TER en province, il y a le TGV. Enfin, il y a le francilien qui est le début d'une nouvelle aventure, puisque l'objectif c'est que d'ici 6 ou 7 ans, 100%, c'est-à-dire la totalité des trains en Ile-de-France soient neufs ou rénovés. Seul bémol de ce francilien, une accessibilité limitée. Alors qu'une palette se dépliait entre le wagon et le quai était l'une des grandes innovations de ce train, un problème reste à régler. Le plancher, situé à 97 cm du sol, est incompatible avec les quais d'un certain nombre de gares, ceux-ci culminant à 55 cm.
Il reste 20 gares qui ne sont pas suffisamment équipées et dans un premier temps, on va mettre des navettes bus gratuites pour emmener les gens dans des gares où il y a une hauteur de quai qui est compatible avec le handicap. Investissement pour le STIF et la SNCF, 1,850 milliard d'euros. Le constructeur, Bombardier, s'est engagé à produire 40 rames de francilien par an. Au total, 172 trains seront livrés d'ici avril 2015. Sport maintenant avec les footballeurs de Saint-Ouen-l'Aumône qui évoluent en division d'honneur. Dans la vie de tous les jours, ils sont boulangers, banquiers, facteurs ou manutentionnaires. Mais sur le terrain, la Coupe de France leur offre la possibilité de sortir de l'anonymat. Une chance que les Valdoisiens ont su saisir pour la 2e année consécutive en accédant au 7e tour de la compétition. Fabien Madigou et Brice Martinelli sont allés à leur rencontre. C'est avec le sourire que les joueurs de Saint-Ouen-l'Aumône ont repris l'entraînement mercredi. Comme l'année dernière, ils ont validé leur ticket pour le 7e tour de la Coupe de France. Comme l'année dernière, ce sont les derniers Valdoisiens encore en lice à ce stade de la compétition. Ouais, c'est quelque chose qui nous motive un peu, parce qu'il y a toujours cette possibilité d'aller jouer des équipes D2, D1, donc forcément ouais, ça nous motive un peu. Maintenant, ouais, ça fait 2 ans de suite qu'on y arrive, j'espère que cette année on pourra aller un peu plus loin que l'année dernière. Face à Drancy au tour précédent, Adler Innocent avait permis à Saint-Ouen-l'Aumône de recoller au score avant que Rodrigo n'offre le but de la victoire en prolongation. Ce week-end, le grand milieu défensif a encore marqué, mais pour lui, la réussite des Verts et Blancs en Coupe de France vient surtout d'un collectif très soudé. Ce qui fait la force du groupe, c'est une forte mentalité, une grosse envie. Et, comme on pousse tous dans le même sens, je pense que voilà, on va faire de bonnes choses. Malgré la satisfaction de pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire du club, Jean-Marc Sabatini a tout de suite voulu remobiliser ses troupes. Actuellement 3e de division d'honneur, les Valdoisiens ont une carte à jouer en vue de la montée. Si je contrôle intérieur du pied, je remets l'intérieur, je remets ici et je renvoie. D'accord ? Le coach de la SSOA n'oublie pas pour autant la compétition presque centenaire. Il veut juste éviter de revivre la déception de la précédente édition. Saint-Ouen-l'Aumône avait été éliminé à l'extérieur par un club de même niveau, Grande-Sainte. Le desiderata, c'est surtout de recevoir. Après, je dirais, sur un match, on peut espérer réussir. La Ligue 2, c'est certainement un peu gros, mais jusqu'à National, à la maison, sur un bon jour, dans un bon contexte, on peut y arriver. Lors du tirage au sort effectué ce midi, Michel Drucker n'aura pas exaucé le souhait de l'entraîneur valdoisien. Saint-Ouen-l'Aumône devra aller défier Chambly, un club de division d'honneur, le 21 ou le 22 novembre prochain, en espérant ne pas revivre le même scénario que l'année dernière. La 839e foire Saint-Martin démarrera demain, mais déjà les festivités ont commencé. Le concours du meilleur jinglet blanc ou rouge s'est déroulé hier soir. Marie Chaudet a assisté à cette tradition pour tenter d'en savoir un peu plus sur les secrets de ce vin de table. Ah, j'aime bien ce bruit-là. 37 bouteilles de vin rouge et blanc de 2008 et 2009 concouraient dans différentes catégories. Les 5 jurés ont dégusté une à une les bouteilles. Pour ces vins blancs, c'est leur caractère fruité qui était recherché. Bon, ça c'est un blanc 2009. Il reste en bouche. Et on va passer au Il est pas mal. Je vais lui mettre un numéro 5 à celui-là. Ces ginglets présentés par des vignerons amateurs ou par des municipalités sont issus pour la plupart de cépages du Val d'Oise. Bacchus ou Pinot Noir, ces ginglets sont liés par une même caractéristique. Le ginglet, disons que ça veut dire ginglet, c'est un peu vin aigrelet. Du vin aigrelet, disons un peu vinaigre, c'est pour ça qu'on l'appelle le ginglet d'ailleurs. Alors sur Pontoise, on l'appelle le ginglet, alors que sur Argenteuil, par contre, on l'appelle le piccolo. Ces vins rugueux n'ont pas la prétention des grands crus, mais leur qualité se cache peut-être ailleurs. C'est un vin qui conserve. Mon père en a toujours bu dans sa vie et il est mort à 101 ans. Alors nous, les successeurs, on continue pareil, un petit verre le midi, un petit verre le soir et c'est bon. Vous allez jusqu'à 100 ans facile. Le secret du ginglet a été révélé ce soir, le secret de la longévité.
On termine ce journal avec l'événement musical phare de cette fin d'année. Le festival Jazz au fil de l'Oise débute ce week-end avec le concert de Laurent Deville à Cergy et se terminera le 5 décembre. Durant un mois, 19 concerts seront donnés dans 14 villes du département. Pour cette 14e cuvée, le festival accueille des pointures du jazz nommées Louise Winberg, Bozilo, Avishag Cohen, Hervé Selin ou encore Giovanni Mirabassi. Moment fort du festival, la nuit du jazz et ses 3 concerts successifs, le 14 novembre au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.